Salut à toutes et tous. Un petit problème de santé me retient à domicile aujourd'hui et je regrette beaucoup de ne pas être avec vous ce soir. Permettez-moi pourtant de dire que notre réunion est importante. Votre présence montre bien que nous sommes liés les uns aux autres, parce que nous savons que les coups reçus dans les manifestations, que les accusations proférées dans les médias, par exemple que les sociologues sont des islamo-gauchistes, que les déplacements administratifs des collègues enseignants, que les poursuites pénales contre des syndicalistes, forment un tout, relèvent de la même ligne directrice, de la même pensée, qui croit encore pouvoir vaincre les résistances en maniant la répression. Le capitalisme néolibéral sait bien que les salariés, regroupés, communalisant leurs revendications, élaborant ensemble des projets pour créer un monde moins inégalitaire, plus solidaire, plus heureux en somme, représentent une force capable de le bousculer. Les grèves de 11 millions de salariés en 1968, les puissantes manifestations de 1995, les mobilisations contre la réforme des retraites, les occupations des ronds-points par les gilets jaunes, les nombreuses grèves éparpillées sur le territoire national sont là pour rappeler au capitalisme que sans la participation des salariés, il ne fonctionne plus. Aussi, patronat et élites dirigeantes n'ont de cesse que d'éliminer les collectifs, de détruire la notion de solidarité et même de faire disparaître des consciences la possibilité d'un contrôle collectif des moyens de production. Pour ce faire, il leur faut démanteler l'État social en défaisant les politiques sociales. C'est en cours. Créer des institutions qui pérennisent le système de la concurrence entre les individus et entre les organisations. C'est largement fait avec les différentes lois qui modifient complètement le droit du travail. Ou avec la RGPP, ou avec effectivement les systèmes qui permettent de contrôler les performances des individus ou des organisations. Fabriquer de futurs salariés, n'ayant pas d'autre cadre de pensée que celui du néolibéralisme. Et en attendant, menacer les résistants, écarter les récalcitrants, sanctionner les plus militants, en un mot, faire des exemples, pour que non seulement avec la peur, la soumission résignée s'installe, mais surtout pour que l'idée même d'un autre monde possible disparaisse des consciences. Mais lorsque les groupes dominés, pour défendre le mode de vie que les luttes de leurs prédécesseurs leur ont permis d'obtenir, pour étendre leur protection contre les aléas de l'existence, pour organiser le monde pour que leurs successeurs vivent plus heureux, prennent trop d'ampleur, lorsque ces résistances remettent en cause l'ordre établi, il ne reste plus aux classes dominantes apeurées qu'à réinstaller, par la force s'il le faut, un pouvoir menacé. Et tout semble montrer que le néolibéralisme, pour vaincre les derniers obstacles que lui opposent des dominés qui résistent à l'imposition de l'esprit du capitalisme, ne peut que dériver vers l'autoritarisme. L'histoire nous rappelle que cela a déjà été le cas. La brève puissance de la classe ouvrière mobilisée durant les occupations d'usines en 1936 avait épouvanté et mis en rage le patronat. Aussi, les classes dirigeantes, entre 1938 et 1940, ont eu vite la volonté d'organiser une reconquête du pouvoir pour établir en France un régime autoritaire. Ce patronat rêvait de l'écrasement du salaire, de l'élargissement des profits, d'un effort intensif de travail. Je cite, « Une fois obtenus les pleins pouvoirs, le 6 octobre 1938, après un échec bien organisé de la longue grève des dockers marseillais, Daladier fit promulguer, le 12 octobre, 32 décrets-lois qui revenaient sur tous les acquis de 1936. La répression des syndicalistes s'ensuivit. En plus, le gouvernement de l'époque permettait la chasse aux étrangers indésirables. La répression, bien sûr, s'accentuera avec la dictature de Pétain. Elle imposait la crainte au plus grand nombre. Il faudra la grève des cheminots de Lyon à Oullins en octobre 1942, brutalement réprimée, pour que l'on comprenne que même sous une dictature, une mobilisation collective devenait possible. Bien entendu, comparaison n'est pas raison,
Et le contexte actuel n'est pas celui de 1938, ni a fortiori celui de 1940-1944. Mais la logique de la reconquête par la bourgeoisie capitaliste d'un pouvoir menacé par toutes les conquêtes sociales est bien la même. Et montre que lorsque cette bourgeoisie se rencontre trop d'obstacles, le recours à la peur et à la répression non seulement est toujours possible, mais devient même probable. Mais le fait que ce soir, des hospitaliers, des cheminots, des chercheurs, des enseignants, des employés, des agents de la fonction publique, des salariés, en somme, quel que soit leur statut, leur passé, leur vie quotidienne, soient réunis dans ce meeting contre la répression, au coude à coude, les uns avec les autres, montre bien que nous pouvons faire en sorte que la peur ne s'installe pas, que la résignation ne l'emporte pas, que la soumission ne s'installe pas pour longtemps. En se mettant en grève en 1942, les cheminots ouvraient la voie aux luttes qui conduiraient à la mise en place en 1945-1946 de l'État social et de cette merveille de la civilisation moderne qu'est la sécurité sociale. À nous de lutter aujourd'hui pour ouvrir la voie vers de nouveaux jours heureux.